Othman Nasrou, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bistrot du théâtre. Merci. Je vous en prie. Installez-vous. Othman Nasrou, des Républicains, vous êtes un jeune élu. Vous n'avez même pas 30 ans, 28 ans, conseiller régional donc des Républicains en Ile-de-France, conseiller municipal d'opposition à Trappes, président de la pépinière d'entreprise aussi de Saint-Quentin en Yvelines, promopole, et il y a à peine 2-3 ans, vous n'étiez pas clairement engagé en politique. Est-ce que les choses vont trop vite pour vous ? J'espère pas. Enfin, on va essayer de Quel faire en sentiment sorte vous avez aujourd'hui ? Voilà, alors effectivement, il s'est passé beaucoup de choses sur ces 2 dernières années et comme vous l'avez dit, mon engagement politique est assez récent. Enfin, je crois qu'il faut qu'il y ait aussi un petit peu de renouvellement sans tomber dans le jeunisme. Voilà, mais j'essaye de faire les choses un petit peu de manière un petit peu neuve, mais c'est vrai que depuis 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes, je ne l'ai pas précisé, mais le 3e vice-président du groupe des Républicains à l'Assemblée régionale. Au conseil régional, effectivement, je suis engagé au niveau du groupe, et donc depuis quelques semaines seulement. Avant cela, j'ai été et je suis toujours chef d'opposition municipale à Trappes suite aux élections municipales, et je continue d'essayer de faire vivre une opposition municipale qui mérite d'exister dans une ville comme Trappes. Donc voilà, on essaie de faire ça sans aller trop vite, pas de manière superficielle, en faisant du solide, c'est un cheminement. Comment vous vivez ces premiers pas à l'Assemblée régionale, au Conseil régional aujourd'hui ? Il y a eu les premières séances qui se sont tenues ? Tout à fait, oui. Donc siéger d'ailleurs quasiment 2 jours sans discontinuer, c'est assez particulier. Je ne connaissais pas ce fonctionnement-là. Mais moi je suis assez content parce que c'était une élection qui était très rude, qui était très tendue. Et je devrais dire que je suis assez fier de ma candidate, maintenant présidente, Valérie Pécresse, parce que c'est quelqu'un qui a pris un certain nombre d'engagements pendant la campagne et qui s'attelle en ce début d'année à montrer que ces engagements étaient sincères et qu'ils sont respectés les uns après les autres. Elle vient de démissionner de son mandat de députée. Je trouve que ça c'est quand même quelque chose de bien. Elle avait pris cet engagement-là. Donc vous parliez tout à l'heure de jeunesse, de renouvellement. J'ai envie de dire que voilà aussi une nouvelle manière de faire de la politique. Donc on va essayer de ne pas décevoir les électeurs qui ont choisi l'alternance en Ile-de-France. Et je crois qu'elle est bien partie pour ça. Valérie Pécresse qui a aussi quitté la présidence des Républicains pour le département des Yvelines. Et c'est normalement, l'élection doit avoir lieu dans les prochains jours, au moment où on enregistre cette émission. Et ce serait David Douillet qui prendrait la tête des Républicains. Vous parliez des premières mesures de Valérie Pécresse. Il y en a une qui a d'ores et déjà fait un petit peu polémique, c'est la suppression des 75% de réduction sur les tarifs des transports dont bénéficient les étrangers en situation irrégulière, titulaires de l'aide médicale d'État. Voilà. Quel est votre avis sur cette question-là ? Et sur cette polémique que ça a suscité, les socialistes n'ont pas voulu siéger. Oui, mais ça, on est toujours dans la pièce de théâtre. C'était une position connue de Valérie Pécresse, qu'elle a bien indiquée pendant la campagne. Les électeurs ont tranché et je suis fier, encore une fois, qu'elle fasse ce qu'elle a dit qu'elle allait faire. Je crois qu'on meurt un petit peu aujourd'hui de cette lâcheté politique, de ce sentiment d'impuissance où on a l'impression que rien ne change, que ce soit à droite ou à gauche. Même quand il y a une alternance, elle a pris cet engagement, elle l'a fait. Donc j'aimerais déjà que ce soit salué, parce que voilà, c'était quand même un axe important de sa campagne. Quant au fond de la mesure, moi je ne comprends pas très bien la pièce de théâtre un peu jouée par les socialistes pour le coup. Je rappellerai juste qu'il y a des villes socialistes où cette tarification n'existait pas. À Lille, par exemple chez Martine Aubry, il n'y a pas de réduction pour les étrangers en situation irrégulière. Donc j'ai envie de dire, voilà, là on nous joue un petit peu la pièce de théâtre de la méchante droite dont on est coutumier, mais les gens ne sont pas dupes. Et puis sur le fond, moi je pense que c'est une mesure justifiée. Pensons par exemple aux étrangers en situation régulière, qui eux parfois sont aussi dans des situations financières difficiles et qui n'ont pas cette réduction de 75% pour eux ou pour leur famille. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une prime à l'illégalité, à l'irrégularité pour ceux qui sont donc clandestins. Et donc je comprends tout à fait que cette mesure-là, dans un contexte tendu, soit prise. Je crois que c'était une bonne décision, je crois que tout le monde peut le comprendre. Et la mesure a été saluée par le Front National en revanche, par les élus du Front National. Oui, mais ça, ils ont salué cette mesure. Oui, mais très bien. Il m'arrive de dire bonjour comme le dit le Front National. Voilà, si le Front National dit quelque chose, on ne va pas dire le contraire juste parce que c'est le Front National. La réalité, c'est que cette mesure était absurde. Il n'y a pas de raison que les étrangers en situation irrégulière aient une réduction de 75% pour eux et pour leurs proches. Sur les transports, ça va économiser à peu près 50 millions d'euros et je crois qu'on en a bien besoin aujourd'hui. Pour financer notamment le pass Navigo. Dans cette émission, on parle du parcours des invités, de leurs engagements, c'est ce qu'on va faire dans un instant, mais on parle aussi un petit peu de l'actualité. L'actualité, au moment où on enregistre cette émission, c'est la démission du gouvernement de Christiane Taubira, la ministre de la Justice qui part avec un désaccord profond, c'est ce qu'elle a souligné cet après-midi, tout juste. Quel est votre avis, votre regard en tant que responsable politique sur le départ d'une ministre de la Justice en conflit avec son gouvernement ? Écoutez, moi je pense qu'un ministre, quand il n'est pas d'accord, s'il est en profond désaccord, il a vocation à quitter le gouvernement et Christiane Taubira le fait avec panache, ça on peut lui accorder. Et je pense que là-dessus, il a au moins le mérite de la cohérence, voilà, de partir et de partir d'elle-même, de ne pas être poussé à la sortie. Il y a d'autres ministres, y compris sur ce territoire-là, qui eux n'ont pas toujours été une position très claire. Maintenant, moi je suis en désaccord profond avec la politique qui a été menée par Christiane Taubira ces dernières années, dont on ne comprend pas toujours très bien la cohérence. On a un appareil judiciaire qui est quand même
particulièrement lent. On a une surpopulation carcérale et on sait très bien que la solution, ce n'est pas forcément les aménagements qu'a mis en place Christiane Taubira. On a une flambée de la délinquance, c'est un fait. Donc voilà, je trouve que son départ est à la fois salutaire sur le plan du principe et de sa propre cohérence et en même temps salutaire aussi peut-être pour la politique pénale du gouvernement, on va voir, mais derrière les personnes... Le débat était aussi autour de la question de la déchéance de la nationalité. Alors en 2 mots, même si ça va être forcément un petit peu court pour vous exprimer là-dessus, mais bonne, mauvaise idée, la déchéance de la nationalité ? Ce qui est une mauvaise idée, c'est d'en débattre pendant des mois comme si c'était le sujet clé du moment. C'est ça qui est absolument terrible et je crois que là encore, il n'y a aucune sincérité de la part du gouvernement. Voilà, je ne fais pas beaucoup de politique nationale, mais c'est vrai que de voir pendant 3 mois tous les polémistes de ce pays débattent d'un sujet qui va concerner finalement si peu de monde, c'est dommage. Après, en ce qui me concerne, la mesure ne me choque pas outre mesure, vu qu'on parle quand même de cas extrêmement graves. On parle de terrorisme là. Voilà, oui. tout à fait. Moi, je ne me sens pas visé. Je sais que beaucoup de gens se sentent concernés. Voilà, donc je n'ai pas de scrupules. Maintenant, par pitié, qu'on avance et qu'on arrête avec ce sujet-là, qui ne va rien changer pour le quotidien des gens, et y compris sur la sécurité, il y a des choses beaucoup plus importantes. Je pense au fichier S, je pense à un ensemble de mesures qui me paraissent plus urgentes. On va donc parler de vous, de votre engagement, de vos ambitions. Je vous laisse passer en salle pour poursuivre. Allez-y. Othman Nasrou, votre engagement politique, alors justement, il a commencé quand ? Pourquoi cet engagement ? C'est une grosse question. Écoutez, j'ai toujours été attiré par tout ce qui était politique, au sens noble du terme, la gestion des affaires publiques, voilà, ça m'a toujours intéressé, ça m'a toujours attiré. J'ai pris des responsabilités dans une autre vie, y compris en tant qu'étudiant, dans le monde associatif étudiant, voilà. Puis on y vient petit à petit, au bout d'un moment, on se dit pourquoi pas, pour s'engager, merci. Pour être de plus en plus utile, tout simplement, voilà. Donc de fil en aiguille, on en arrive, on fait des rencontres aussi. On s'implique dans une ville qui était trappe pour moi. C'était une évolution logique pour vous par rapport à vos convictions. Tout à fait, j'ai jamais voulu faire cette idée de carrière politique pas à pas, mais ça se passe bien, on prend des responsabilités, on grandit aussi sur le plan politique. Parce que vous vous présentez aussi comme un chef d'entreprise, puisque vous avez lancé une société qui développe des outils pour les associations. Vous êtes diplômé de HEC, pourquoi ne pas avoir continué dans cette voie ? Et d'ailleurs, est-ce que vous continuez encore cette activité-là en parallèle de la politique en ce moment ? J'ai de plus en plus de mal, pour tout vous dire, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire trop de choses, mais vous avez raison de dire que je suis attaché un peu aussi à ce parcours entrepreneurial que j'ai pu avoir, que je souhaite continuer à développer. Maintenant, dans cette phase, on va dire, de ma vie, de mon parcours, je pense qu'il faut que je me consacre un peu à mes mandats, et notamment à mon nouveau mandat de conseiller régional. Voilà, mais je suis attaché à ce parcours un petit peu issu du privé, non pas que j'en sois un expert, mais ça m'a un peu forgé aussi un certain nombre de convictions sur comment gérer une entreprise, sur la réalité du monde économique. On l'a vu un peu sur Promopol. C'est comme ça que vous êtes arrivé à Promopol d'ailleurs, avec ce pied que vous aviez dans le monde de l'entreprise. Promopol, la pépinière d'entreprise de 50 ans en Yvelines, qui était d'ailleurs en déficit. Ça va mieux aujourd'hui, pour faire une petite parenthèse ? Ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai qu'il y a un lien, puisque moi, ma stratégie, si j'ose dire, c'était d'essayer de gérer Promopol précisément comme une entreprise, en essayant d'optimiser son fonctionnement, en essayant d'assainir la gestion passée, qui a été difficile, j'ai eu l'occasion de le dire, y compris sur votre antenne. Et aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir annoncer qu'avec un an et demi de travail, on est quasiment sorti des difficultés et qu'on revient à l'équilibre. Après 6 années de pertes successives, sans 1 euro d'argent public, puisque l'agglomération n'a pas eu à verser le moindre euro pour ce redressement-là, on a réussi à stabiliser une situation. Et aujourd'hui, la pépinière d'entreprise redémarre. Il y a 26 sociétés qui se sont installées en 2015. Donc voilà, on est de manière concrète, on essaie de faire la démonstration qu'avec une logique de bon sens, de père de famille, on peut arriver à gérer correctement y compris un sujet qui est à la fois public et privé, puisque c'est une pépinière d'entreprise. Oui, il y a des entreprises privées. Mais derrière tout ça, au-delà de la gestion et des difficultés qui rencontré cette pépinière d'entreprise, est-ce qu'il n'y a pas eu malgré tout une part aussi de mise en scène ? Parce que Promopol, c'est devenu véritablement l'objet, le symbole de l'ancienne gestion socialiste. Est-ce qu'il n'y en a pas eu trop de faits autour de Promopol ? Parce que ça a tourné autour du conflit avec les différents responsables politiques, ça a été beaucoup mis en avant. Je comprends bien, mais il faut bien se mettre dans le contexte de l'époque, où bien sûr il y a une alternance. Moi je prends la tête de Promopol à la demande de l'agglomération de la nouvelle majorité au sein de laquelle je siège en juin 2014, et je découvre une situation de quasi-faillite. Ça faisait déjà 4 mois que les échéances bancaires n'étaient pas respectées. Je découvre un salaire que je trouve excessif du directeur, je retrouve un ensemble d'actes de gestion que je considère comme litigieux et qui exposaient cette société à des risques juridiques. Un héritage prud'homal conséquent. Il n'était pas question pour moi de garder cela pour moi, je suis désolé de le dire. C'était important que l'inventaire soit fait sur la place publique. Il s'agit de l'argent des citoyens, il s'agit de l'argent des entreprises. Donc mise en scène, qu'aurait-on dit si j'avais rien dit ? Et moi je n'étais pas là pour mettre la poussière sous le tapis. J'ai dit les choses telles qu'elles sont de manière factuelle. Voilà.
Point. Et puis maintenant, on peut regarder Pas l'avenir. justement, alors on va regarder l'avenir, mais on va parler aussi un petit peu du passé, parce qu'en politique, vous étiez engagé, vous le disiez, mais on a une chose qu'on n'a pas précisée, vous avez été engagé auprès de l'UJP, vous étiez en charge de la prospective. L'UJP, c'est l'Union des jeunes pour le progrès, c'est un mouvement fondé en 1965, qui a été puissant par le passé, avec 50 000 adhérents, et surtout c'est un mouvement gaulliste. Ça veut dire quoi être gaulliste quand on a moins de 30 ans, 28 ans? Je sais que ça peut surprendre, mais effectivement, moi, c'était d'ailleurs mon premier engagement politique, parce que voilà, moi, quand je me suis présenté, j'étais sous l'étiquette d'hiver droite, même si j'étais soutenu à l'époque par l'UMP, Républicain aujourd'hui, l'UDI et le Modem. Mais en réalité, mon appartenance politique était celle de l'UJP, qui était un mouvement associé. Donc j'appartenais à la grande famille de la droite, voilà. Mais en réalité, j'étais d'abord un jeune gaulliste, comme vous dites, et c'est vrai que ça peut surprendre. Mais moi, je me suis reconnu dans cette filiation parce que je considère que sur l'histoire politique contemporaine récente, il y a un personnage historique pour lequel j'ai une admiration profonde, c'est Général de Gaulle. C'est pas simplement de la nostalgie un peu qui n'aurait pas de sens. Oui, voilà, dans ma bouche à 28 ans, mais il incarne une forme de courage politique, une forme de détachement, une forme de vision au-dessus de la mêlée qu'on retrouve peu. On n'a jamais retrouvé depuis. On retrouve très peu. En dans tout les cas, hommes politiques, il n'y a personne qu'on peut rapprocher. À mon sens, moi il m'arrive d'être très critique, y compris envers ma famille politique. Je suis attaché à ma liberté de ton. Même si je suis dans cette filiation-là, donc je suis à droite, je me considère comme un gaulliste parce que c'est une source d'inspiration, et je crois que c'est une source d'inspiration pour un jeune. Mais en termes de droiture, de vision, voilà. Mais c'est pas un modèle idéalisé non plus? Bien sûr, mais l'histoire c'est aussi ça. L'histoire c'est aussi ça, il faut le savoir. Voilà. Mais comme Jaurès peut aussi être un modèle, voilà, et une référence que je peux parfaitement partager aussi et comprendre. Mais voilà, moi De Gaulle, c'est quelque chose qui reste un absolu dans la politique. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il a fait que des choses impeccables, parfaites, bien sûr. Mais en tout cas, c'est une source d'inspiration comme on en trouve peu aujourd'hui. Les jeunes en politique, justement, c'est une question que nous sommes allés poser dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines. Pourquoi y a-t-il si peu de jeunes en politique? Voilà le regard des Saint-Quentinois. C'est dommage parce que du coup ils se sentent pas représentés et du coup ils se désintéressent, et c'est un cercle vicieux pour moi, je pense. Le fait qu'il n'y ait pas de jeunes en politique fait que les jeunes sont désintéressés et on traite pas leur sujet, et du coup voilà. On leur donne pas leur chance, on les laisse même pas s'exprimer. Donc effectivement, je pense que c'est dommage. On pourrait peut-être éliminer quelques personnes âgées pour mettre un peu plus de jeunes qui auraient peut-être des idées nouvelles. Ils ont peut-être pas d'expérience, mais ils ont des idées. C'est aux gens de 50 ans de leur donner l'expérience, aux jeunes. Le forgeron, c'est en forgeant. L'expérience, ça se fait au fil des années. Ça se fait pas comme ça en sortant de l'école. Les jeunes, c'est l'avenir, je suis désolé. Eh oui, on a tous été jeunes. Il n'y a pas quelque chose de contradictoire? Les gens attendent des jeunes en politique, attendent un renouvellement de la classe politique, et au moment des élections, ils ne votent pas forcément pour eux. Oui, mais bien sûr, mais on a tous ce paradoxe d'ailleurs. En nous, on veut tous du renouvellement, et après, au moment des élections, on se dit mais il est quand même pas très connu, il est quand même trop jeune. C'est naturel. Et puis si vous voulez, moi j'ai fait un score à Trappes dont je suis infiniment reconnaissant aux électeurs. On a fait plus de 30%. Voilà, ça a été vu comme un très bon résultat. Ça nous a permis de relancer une opposition municipale qu'il fallait refaire vivre sur Trappes. Donc voilà, je pense que les électeurs, au fond, quand c'est cohérent, ils le sentent et ils jouent le jeu. Après, il ne faut pas tomber dans le jeunisme. On parle des jeunes en politique. À droite, en tête pour la primaire, Alain Juppé, 70 ans. C'est bien la preuve que... C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Écoutez, c'est comme ça, c'est ni une bonne ni une mauvaise chose. C'est votre candidat? Ce n'est pas encore mon candidat, pour tout vous dire. Moi, sur cette primaire, aujourd'hui, cette compétition ne me fait pas encore rêver, elle ne m'intéresse pas encore, je le dis en toute simplicité. Moi, j'ai soutenu François Fillon dans l'opposition qu'il a confronté à Jean-François Copé à l'époque, en 2012, parce que je considérais que c'était un combat important. Aujourd'hui, pour cette primaire, j'attends de voir un peu ce que vont proposer les différents candidats, et j'aurai peut-être l'occasion de prendre une position à un moment donné. Mais ce que je souhaite encore une fois, c'est qu'au-delà des personnes, il y a un vrai débat de fond, parce qu'il n'est pas question que la droite, le centre, la famille politique à laquelle j'appartiens, déçoive si elle revient au pouvoir en 2017. Ça, je crois que c'est de nature à dégoûter définitivement les électeurs du débat politique. Puisqu'on parle justement de politique nationale, Nicolas Sarkozy a sorti un livre cette semaine, La France pour la vie, son nouvel ouvrage, un livre pour faire le bilan de son quinquennat, assumer ses positions, expliquer aussi. Écoutez ce nouveau micro-trottoir. Je sais pas, ils sortent tous des livres actuellement, que ce soit Juppé, Fillon et d'autres. Un de plus. Ça, c'est de la publicité, ni plus ni moins, pour son image de marque. Parce que même si lui, il est réélu en 2017, il ne changera rien du tout à la politique. Je lis pas parce que ça m'intéresse pas. Je trouve qu'on est déjà assez agressé comme ça à la télévision, c'est encore qu'ils sortent tous leurs bouquins en même temps. J'ai entendu à la radio, mais je pense que lui, c'est un peu un cheval de retour.
comme on dit, hein, voilà. Il a eu sa chance. C'est un livre de trop, celui de Nicolas Sarkozy? Je vais être honnête, je ne l'ai pas lu, mais j'ai l'intention de le lire parce que je pense que voilà, on veut quand même entendre ce qu'il a à dire et je pense qu'effectivement, il faut faire l'inventaire du quinquennat précédent. Je trouve qu'on est très très rude avec le quinquennat précédent. Moi, j'ai été très critique sur beaucoup de sujets, mais bon, voilà, il ne faut peut-être pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y avait des choses intéressantes et je suis curieux de savoir l'analyse qu'il livre lui sur sa propre action. Voilà. Et s'il est candidat, ce serait une bonne chose pour la primaire à droite? Écoutez, en tout cas, il me semble qu'il n'est pas revenu juste pour être président des Républicains, donc il va probablement, je pense, aller à la primaire. La question, c'est est-ce qu'il est capable, vous avez parlé encore de renouvellement, de renouveler lui-même l'offre politique qu'il peut faire. Aujourd'hui, visiblement, il y a une forme de scepticisme. Moi-même, j'attends de voir, je vous le dis très clairement. Je vais lire son livre, on va tous se faire un avis, puis je reviendrai peut-être vous dire pour quelles raisons je le soutiens ou je ne le soutiens pas. En tout cas, sur son précédent quinquennat, vous parlez de vos critiques, il y a un ministre qui vous a agacé sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est Claude Guéant. Le 31 mai, ministre de l'Intérieur, qui établit une circulaire visant à diminuer le nombre des étudiants étrangers qui sont non ressortissants de l'Union européenne et qui souhaitent prolonger leur expérience professionnelle en France. Et vous avez participé au collectif qui s'est érigé contre cette mesure, le collectif du 31 mai. Oui, parce que c'était une mesure qui était stupide. Voilà, des étudiants qui venaient donc de l'étranger, qui étaient souvent très qualifiés, qu'on avait ce pays, que la France a payé pour leurs études, hein, parce que le plus souvent, voilà, ils ne payaient pas l'ensemble des frais de scolarité, surtout dans les filières les plus exigeantes, hein, que ce soit en école d'ingénieur, les écoles de commerce, etc. Et au moment où ils sont prêts à contribuer, à payer des impôts pour travailler en France et à apporter leur qualification, on leur a fermé la porte de manière brutale, de manière qui a été malmenée. Moi, j'ai été à l'époque, voilà, j'étais président des étudiants d'HEC et donc j'avais des étudiants qui étaient embauchés dans des filières très exigeantes et qui ne pouvaient plus travailler en France sous prétexte de cette circulaire qui était une erreur. Parce qui a été abrogée depuis. Mais qui a été abrogée, et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai rencontré aussi Valérie Pécresse, puisqu'elle avait pris position, et j'avais beaucoup apprécié cela à l'époque. Elle m'avait dit qu'elle le ferait, elle l'a fait, contre cette circulaire qui était un non-sens économique. Voilà, parce qu'encore une fois, ces étudiants-là, ils n'étaient pas en concurrence avec des ressortissants français qui, eux, c'était, en gros, on nivelait par le bas. Et ça, c'était pas acceptable, c'était un suicide d'ailleurs sur le plan économique, universitaire, du rayonnement international de la France. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Valérie Pécresse et c'était un de mes premiers, on va dire, engagements politiques en arrivant un peu du monde étudiant et je ne le regrette pas. Je n'ai pas de problème avec la personne, M. Guéant, que je ne connais pas, mais cette circulaire était une erreur et je suis content qu'elle ait été abrogée. Donc ça, c'est pour les engagements. Pour l'engagement sur le plan géographique cette fois-ci, pourquoi la ville de Trappes ? Pourquoi vous êtes présenté à Trappes et pourquoi cette implication sur cette commune ? Ça, c'est une vaste question aussi, parce que toujours on ne sait pas où ça commence quelque part. Moi, vous avez raison de le dire, je ne suis pas né à Trappes, je suis né à l'étranger, pour tout vous dire. Alors, je connaissais bien la ville depuis quelques temps. J'ai étudié, j'ai toujours été dans les Yvelines et j'ai eu quelques Mais on vous a pas racheté là ? Non, alors ça, c'est ce qu'on avait dit à l'époque. Je suis content de pouvoir revenir aujourd'hui. Vous voyez que je suis toujours là. C'est l'occasion. Rien n'a bougé, parce qu'évidemment, on m'a prêté toutes les intentions possibles. C'est le jeu, et puis le temps, ensuite, fait la part entre le vrai et le faux dans toutes ces histoires-là. Non, la réalité, c'est que c'est une ville passionnante où il y a tout à faire, où il y a des défis qui sont majeurs. Mais on vous l'a proposé, comment ça s'est fait ? Non, personne ne me l'a proposé. J'ai été candidat, je suis allé rencontrer les uns et les autres. Ma famille politique, les différents vous êtes partis. dit, je serais bien candidat sur cette commune-là, c'est une commune qui peut m'intéresser, j'ai envie de m'y engager. À l'époque, quand j'ai voulu me présenter, j'habitais cette ville-là et j'ai commencé à y être engagé avec Trappes Citoyen. J'avais d'abord créé ce collectif Trappes Citoyen. Je m'envisageais de me présenter, je ne savais pas quel accueil ce serait. Ce collectif a plutôt fonctionné et en rencontrant ensuite les différents représentants politiques de la droite, du centre et au-delà, puisqu'on a même des gens de gauche qui sont venus de mon côté, la candidature est devenue légitime et j'ai pu la porter. Je suis content on n'a pas gagné bien sûr, mais qu'elle ait pu arriver à son objectif qui était de recréer une opposition municipale comme cette ville le mérite. Parce que c'est une ville qui mérite d'avoir un vrai débat démocratique, ce qui n'est pas toujours le cas et où il y a encore beaucoup à faire et je crains malheureusement que tous les défis ne soient pas pris en compte aujourd'hui. Trappes dans l'actualité, on en parle encore aussi pour quelquefois des drames qui s'y produisent. Je pense au meurtre du jeune Moussa au pied de son immeuble il y a à peu près un an. Il y avait une mobilisation de la population avec une manifestation pour dénoncer ces violences. Il y a eu les émeutes aussi, ça c'était durant l'été précédent, l'été 2013. Cette image de Trappes, les difficultés que Trappes rencontre, c'est lié à quoi ? C'est évidemment une image qui est désagréable pour tout le monde et bien sûr l'écrasante majorité des habitants de Trappes n'aspirent qu'à vivre paisiblement et à élever leurs enfants dans les meilleures conditions et ils souffrent tous de cette image de la ville. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Il y a deux possibilités pour analyser la situation.
où on fait tout pour mettre la poussière sous le tapis, dire qu'il n'y a pas de problème et être dans une communication un petit peu dans le déni de la réalité. Et c'est ce que je reproche un petit peu à la municipalité socialiste actuelle, c'est-à-dire de toujours dire tout va bien à Trappes. Parce que sur iTélé, à l'époque des émeutes, vous déclariez, quand vous portiez ce collectif Trappes Citoyen, le problème il est social, il n'est pas religieux. C'est ça? Le problème il est social aujourd'hui? Non, mais la réalité c'est qu'il n'y a pas un problème, il y a un ensemble de problèmes qui sont malheureusement très souvent liés, pour vous donner plein d'exemples, mais vous avez évoqué vous-même des phénomènes assez différents. Donc voilà, il y a des problèmes d'insécurité, c'est une évidence, j'ai eu l'occasion de le dire malheureusement après le drame pour le meurtre du jeune Moussa, et j'avais dit à l'époque, je suis désolé de le dire, mais il y a un trafic d'armes qui est endémique dans certains quartiers, et oui, il y a des trafics de drogue aussi, et voilà, c'est comme si j'avais donné un scoop, mais la réalité c'est que tout le monde le sait, et que ces problèmes aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça s'améliore sur le terrain, voilà. Donc si on veut que l'image de Trappes, elle change, il faudrait peut-être commencer par régler les problèmes. C'est pas facile, hein, je ne jette la pierre à personne, mais il faut commencer par poser le bon diagnostic. Parce que là, ça dépasse le cadre municipal, proprement parlé. Mais bien sûr, mais tout à fait. Moi, je regrette qu'il y ait moins d'effectifs de police, suite à la réorganisation des forces de police sur la circonscription qu'auparavant. Donc soyons clairs, je ne jette mais la municipalité doit prendre sa part dans ce combat-là. Il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes d'ordre de sécurité pure, régalien, il y a des problèmes de dialogue, de lien social aussi qui sont terribles. C'est un ensemble de sujets. Il y a des problèmes avec les bailleurs sociaux, je m'étais beaucoup engagé sur ce sujet parce que je considérais qu'il était constitutif de quelque chose. Quand ça se passe mal avec son bailleur, ça crée un climat de tension. Voilà, et encore une fois, ça ne justifie en rien les violences. On peut parler de la police municipale. Je suis désolé de dire que d'avoir sur Trappes une police municipale qui ferme la nuit, ce n'est pas acceptable. C'est à contresens, alors que les villes voisines ont toutes des polices municipales avec des missions mieux définies, qui sont réellement au service des habitants, qui fonctionnent 24 heures sur 24. On ne peut pas non plus remplacer la police nationale cette fois-ci. Mais de fait, la police nationale se désengage. Quand on parle de trafic d'armes, c'est pas la police municipale qui va Je préférerais aussi, ça. Non mais d'accord, mais ça permet de recréer un lien aussi dans certains quartiers. Ça permet, je crois que les gens ont envie d'avoir une police municipale qui se déplace quand ils ont des nuisances, quand ils ont des phénomènes de petite délinquance aussi. Je suis désolé, la police municipale a un rôle à jouer. Et on est à contresens à Trappes sur ce sujet-là. Moi aussi, j'aimerais que la police nationale soit plus présente, mais de fait, elle se désengage. Va-t-on être la seule ville à continuer à vivre dans un monde un peu chimérique où en gros, non, tout va bien, circuler, rien à voir, on va renommer la ville non pas Trappes, mais Trappes en Yvelines, et puis les problèmes vont être réglés comme ça parce qu'on aura accolé Yvelines près de Trappes. Moi, je ne le crois pas. Je pense que les gens aujourd'hui, ils veulent avoir un service qui soit de qualité dans leur quotidien. Et donc une police municipale qui soit davantage à leur service. Il y a un travail qui a été fait malgré tout sur cette commune pour diversifier aussi la population, pour ne pas ghettoiser. Alors, il y a un travail qui a été fait notamment sur le plan de l'urbanisme, y compris grâce à l'ANRU, qui d'ailleurs a été porté par des gouvernements de droite, mais je rends hommage à Guy Malandin sur le travail qu'il a fait. La ville est plus belle qu'avant, c'est incontestable, et jamais je ne l'ai critiqué sur cet aspect. Mais je dis que ça n'est pas suffisant, qu'on ne peut pas faire que de la pierre, parce que derrière la pierre, il y a quand même des gens, et malheureusement la réalité sociale est restée la même, avec des enjeux économiques aussi majeurs. C'est quand même une des villes où on a le plus de demandeurs d'emploi. Qu'est-ce qui est fait? Moi, je siège à la commission de développement économique à la ville, qui n'a pas été réunie une seule fois depuis le début du mandat. Donc, comme si ce sujet-là n'existait pas. Donc encore une fois, je ne jette la pierre à personne, mais il faut que chaque maillon de la chaîne publique des collectivités territoriales, tous les échelons, et je prends ma part, avec l'agglomération ou à la région, il y a le département aussi, il faut que chacun joue son rôle. Et j'appelle moi la municipalité, vraiment sans aucune polémique, à se saisir d'un certain nombre de sujets et à ne pas être dans le déni de la réalité. Parce que vous parlez aux trappistes au quotidien, ils vous diront qu'ils sont fiers de leur ville, qu'ils veulent que l'image soit bonne, mais ils vous diront que oui, il y a des problèmes au quotidien, qu'ils ne sont pas nécessairement écoutés et qu'il faut que le nécessaire soit fait. Donc ça, c'est la voix que vous portez au conseil municipal avec malgré tout une élue en moins. Il y a une élue de votre opposition des Républicains qui a décidé de rejoindre le Front National. Comment vous l'avez vécu ? Alors, il faut refaire le cheminement précis là-dessus. C'est une élue qui nous a quittés il y a un an, en réalité, et qui d'abord est passée du côté de la majorité, puisque voilà, elle a déclaré qu'elle ne voulait plus faire partie de l'opposition municipale. Ce que je considérais à l'époque comme étant pas normal du tout, puisque nous on a été élus sur une ligne politique. Voilà, moi j'ai pas été élu pour être du côté du maire, je porte un projet qui est différent, avec tout le respect que j'ai pour lui, mais on est en désaccord profond, et donc il n'est pas normal que les élus qui ont été élus sur... D'ailleurs, vous savez, nous on n'est pas propriétaires de nos sièges, voilà, on est de passage, et donc on est élu de l'opposition, on est là pour être un contre-pouvoir à la municipalité, à la mesure de nos moyens. Donc cet élu a décidé de se désolidariser, elle a d'ailleurs voté le budget le budget présenté par la majorité socialiste, c'était son droit le plus strict, je l'ai déploré à l'époque. Et puis un an plus tard, donc il y a quelques mois, elle a décidé finalement de rejoindre le Front National. Écoutez, c'est sa responsabilité. Mais vous percevez quoi, comme un échec, une erreur de casting Moi je vous dirais bien que c'est vieux, même la trahison, je ne sais pas comment le qualifier, existe depuis que la politique existe. Et puis ça fait aussi partie d'un cheminement et puis on apprend aussi.
Maintenant, ça se reproduira, c'est la vie, il y en a de tous les côtés, c'est comme ça, donc je ne retire pas de conclusion particulière. Ce qui est certain, c'est que le Front National, je trouve quand même, qui n'est pas capable de présenter des candidats, essaye de débaucher les uns et les autres en profitant de situations avec une élue qui est d'abord dans l'opposition, puis passée à la majorité, puis qui finit au Front National. Je pense que ça ne grandit pas le débat politique. Je lui en tiens par rigueur, elle est bien libre de faire ce qu'elle veut. Mais très franchement, elles vont le débat, parce que de tout ça, en définitive, il ne restera rien. Une dernière question, vous l'avez dit, on n'est pas propriétaire de son siège, on n'est que de passage. Votre ambition, c'est quoi? Votre plan de carrière, s'il y en a un, c'est quoi? Aujourd'hui, moi, je suis engagé pour quelque chose de très simple, c'est de continuer à faire vivre l'opposition municipale à Trappes, qui a encore beaucoup de travail, y compris de structuration, qui doit continuer à défendre un contre-projet qui est utile dans le cadre du débat municipal, parce qu'elle permet, avec une certaine forme de vigilance, y compris on nous reproche d'être une opposition un petit peu ferme, mais je crois que c'est notre rôle de le faire sans concession, dans le respect, mais voilà, de bien marquer les points de divergence. Et puis à partir de là, on verra bien vers quoi ça nous mène. Moi, vous savez, j'ai jamais eu de plan de carrière précis. Pour l'instant, ça se passe bien, je suis heureux dans ce que je fais, j'essaye d'être utile à la mesure de mes moyens, et puis on avance, et puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais en tout cas pour l'instant, il n'y a rien à l'horizon autre que d'assumer les mandats actuels, qui sont déjà assez lourds à porter, mais on va y aller. Merci Othman Nasrou. Merci à vous. Merci.